vous allez avoir le temps de voir un peu plus en longueur tout ce qui se passe au niveau des builds reproductibles et apprendre surtout à en faire vous-même. Parce que l'intérêt, c'est qu'en sortant, je veux que tout le monde commence à intégrer cette pratique dans ses développements. Vous allez voir, c'est pas compliqué et ça peut rapporter gros. Allez, un petit peu de promotion personnelle. Donc bon, je suis un ancien de la banque qui a fait du Java depuis le début de Java, qui a fait du DevOps avant que ça s'appelle DevOps, qui a fait du DevSecOps avant que ça s'appelle DevSecOps. Il y a maintenant 5 ans, j'ai quitté le monde de la banque française pour aller plutôt dans une société américaine, Sonatype, qui fait Nexus Repository, qui fait Maven Central, qui comprend l'open source. C'était un peu ce qui me manquait quand j'étais chez BNP Paribas. Euh, et donc voilà, aujourd'hui je joue sur l'open source. Et tout ça, c'est lié au fait que, en fait, je vous ai montré mon profil de la journée, mais en fait j'ai un profil de la nuit. Week-end, nuit et week-end, où en fait, depuis quelque chose comme 2004, j'ai commencé à travailler sur Maven. Donc je suis rentré dans l'équipe Maven, je suis devenu membre de Maven, je suis devenu le patron de Maven pendant quelques années. Je suis membre de la fondation Apache. Non, non, il n'y a pas que les Américains, il y a même beaucoup d'Européens. C'est quelque chose d'accessible. Il faut juste y passer du temps. Ça, et ces derniers temps, donc le monde Maven, c'est un monde où bon bah voilà, on peut y rester pendant 20 ans. Hein, j'ai encore plein de choses à faire dans Maven. Ces derniers temps, je travaille sur des sujets qui sont un peu en lien avec mon boulot. C'est tout le côté open source où on travaille sur certains aspects commerciaux pendant la journée, puis pendant la nuit, on travaille sur certains aspects qui font un mix. Et donc c'est comme ça que je travaille sur tout ce qui concerne les SBOM, avec les formats Cyclone DX, SPDX. Je ne sais pas si des choses que vous avez déjà entendues, mais Lilian m'avait dit qu'il fallait que je fasse un talk là-dessus. Je reviendrai, parce que ça c'est quelque chose, si vous ne l'avez pas encore entendu, vous allez en entendre parler par le mauvais côté, par le côté la régulation va vous demander d'en faire. Bon, ce serait plus sympa d'y bosser le pourquoi d'un point de vue technique avant de se le prendre comme une loi où il faut le faire. J'ai travaillé aussi ces dernières années sur la signature pour essayer de remplacer PGP par Sigstore. Bon, c'est encore un autre sujet. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler du gros thème sur lequel je travaille maintenant assez fortement depuis quelque chose comme 5 ans, qui est les builds reproductibles. Les builds reproductibles, il y avait un petit talk, un quickie à Devox France en 2016 où d'Airbus montrait le principe des builds reproductibles. Où il montrait que ça semblait faisable. Donc ça m'avait intéressé, ça semblait faisable. Il m'a fallu 3 ans pour passer du ouais, ça semble pas mal à je m'y mets vraiment. Et donc je m'y suis mis vraiment à partir de janvier 2019. Et là, vous allez voir le résultat. Donc de maintenant de 4 ans et demi de travail quotidien. Là, vous allez voir un peu ce que ça donne. Au bout de 4 ans et demi, on arrive à quelque chose d'assez imposant et qui maintenant devient utilisable par des gens qui ne vont pas y passer 4 ans et demi. Hein, parce que c'est tout l'intérêt. C'est qu'il y a des gens qui débroussaillent et puis après, il y a des gens qui l'utilisent. Donc, on va commencer par faire un rien de théorie sur les builds reproductibles. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on essaye d'en faire? Et comment on fait des builds reproductibles. Et puis après, on va l'appliquer dans le monde de la JVM. Et on va l'appliquer avec un cas très concret. Vous téléchargez des composants depuis Maven Central. Ce serait bien d'être sûr que les composants sont reproductibles et que vous n'êtes pas en train de télécharger n'importe quel binaire trafiqué par on ne sait pas trop qui, comme quelqu'un qui a fait XZ dernièrement, un truc dans le genre. Et puis je vais vous montrer comment on le fait avec Maven, comment on peut configurer son build Maven très facilement pour avoir des builds reproductibles. Et il y aura un terreau, pas surprise, mais il y aura un terreau pour vérifier si vous avez bien compris. On fera un petit quiz avec des cas concrets et vous me direz si ce que je vous montre est reproductible ou pas. Et on verra si vous avez bien écouté. Si vous êtes meilleur que les séances précédentes. Je note les séances en fait, hein, et après je publierai un de ces 4, les différents endroits où j'ai fait le talk et les scores. Et puis on verra bien sûr la suite. Donc voilà, les builds reproductibles,
Qu'est-ce que c'est? Il y a une jolie définition donc il y a un site officiel, reproduciblebuilds.org. Alors je le dis en anglais une fois, mais pas trois parce que sinon on se plante. C'est impossible, reproducible build, on ne peut pas le dire trois fois de suite. Et donc qui a été créé depuis 2013. Et qui est une manière de faire depuis le même source, on fait bit à bit un même binaire. Concrètement, tout est dans le logo. Vous avez un code source, vous avez un binaire qu'on télécharge, et en fait, ce binaire, il a été fabriqué par quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui a fait une compilation de références, et vous avez récupéré le résultat de sa compilation de références. Les builds reproductibles, l'objectif, c'est que vous puissiez avoir une autre personne qui fabrique un environnement de compilation qui, à partir des mêmes sources, récupère strictement les mêmes binaires. Et évidemment, quand je dis une, ça peut être vérifié par absolument n'importe qui. C'est bien tout l'intérêt. Vous ne prenez plus un binaire en disant « Ouh, c'est le binaire officiel qui a probablement été fait par la bonne personne ». Mais le binaire, en fait, vous le rebuildez vous-même et « Ah oui, c'est le même ». Donc je peux vraiment le croire bien plus que simplement croire sur réputation le fait que c'est le bon binaire. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors la version officielle, c'est pour vérifier que personne n'a inséré de malware. Comme la semaine dernière avec XZ. Si vous avez suivi le cas XZ qui a donc le code malicieux, la backdoor qui a été insérée dans pas mal de OpenSSH, lié à un algorithme de compression avec tout un cirque. Et là, en l'occurrence, c'est pour ce genre de choses que les builds reproductibles ont été créés et ont été vraiment promus d'ailleurs beaucoup par les distributions Linux. Parce que c'est une problématique des distributions Linux d'être sûr, comme c'est ce qu'ils produisent beaucoup, ils produisent du binaire, ils produisent peu de sources, il est important pour eux d'avoir une confiance dans le binaire. Alors évidemment, les questions de sécurité, d'être vraiment sûr, c'est très intéressant pour des gens qui sont très pointus dans la sécurité. Ça arrive une fois de temps en temps, et c'est grave quand ça arrive. L'expérience maintenant que j'en ai fait pendant 5 ans, c'est que en fait, la sécurité c'est bien, mais ça a des autres intérêts de faire des builds reproductibles et des autres intérêts beaucoup plus sur la qualité, beaucoup plus communs. En fait, bon, on vous donne le code source. Bon, alors déjà, j'espère que quand vous avez un fournisseur qui vous livre une application que vous lui avez demandé de développer, bon, déjà, vous lui demandez le code source, vous ne prenez pas que le binaire. Bon, ok. Il vous donne le code source, il vous donne le binaire. Bon, vous essayez de rebuilder, non? Rassurez-moi. Bon. Vous rebuildez, vous avez build OK. Qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez votre binaire ou vous prenez son binaire? Est-ce que vous pensez que vous avez vraiment rebuildé comme lui? Est-ce que vous allez faire une campagne de test de 3 mois avec 50 utilisateurs pour se rendre compte que oh, on n'avait pas bien buildé, il s'était planté dans la doc, hein, il avait donné les mauvaises instructions, mais on vient de perdre 3 mois. Et donc, les builds reproductibles permettent, on vous dit comment builder, vous comparez par rapport au binaire que vous a fourni le prestataire qui lui savait comment builder, puisque c'est lui qui a tout fait. Et comme ça, quelqu'un qui arrive, rebuild, récupère des binaires, et il sait s'il s'est planté quelque part, si ce qu'il a fait, le binaire qu'il a obtenu, a quelque chose qui n'est pas ce qui était attendu. Et donc ça, c'est assez utile de ne pas seulement croire au message à la fin, build OK. Là, on a vraiment une vraie preuve que le build a vraiment donné ce qu'on attendait. Un autre cas très intéressant, c'est vous avez un build, tout va bien. Est-ce que vous êtes sûr que aucun élément de votre environnement ne se retrouve dans le binaire? Moi, je peux vous dire qu'après avoir rebuildé beaucoup de choses dans Maven Central, j'ai trouvé des tas de binaires dans Maven Central qui avaient le nom de l'utilisateur qui avait buildé, qui avait le répertoire dans lequel il était, donc je savais d'ailleurs sur quel OS ils étaient. J'ai même trouvé une fois une passe-phrase d'une clé GPG. Bon, il se trouve qu'en plus c'était un copain français, donc je l'ai appelé.
Bon, il m'a dit pas de souci, c'est une clé que j'utilise plus, mais quand même, on se retrouve avec une passerelle d'une clé GPG dans un binaire qui se trouve dans Maven central. Donc des cas où on se retrouve avec des binaires qui contiennent des choses, ah, je pensais pas que ça avait leaké dans mon binaire, c'est pas normal, je m'y attendais vraiment pas. Je peux vous assurer qu'on en trouve un certain nombre, et donc c'est très intéressant que deux personnes build dans des environnements différents et se rendent compte que, ah tiens, il y avait des informations que j'aurais jamais voulu qu'elles soient publiées dedans, donc c'est très bien de pouvoir le trouver. Un dernier aspect qui peut être très intéressant, c'est aussi toute la stabilité pour tout ce qui est cache de build, tout ce qui est performance. Allez voir les amis sur la prochaine conférence à Cologne qui vont vous parler comment on peut accélérer les builds Maven. Il est important que rebuilder un binaire donne le même résultat pour que le cache puisse s'activer. Si un binaire change à chaque build, même si rien n'a changé dedans, mais finalement le binaire n'est pas le même, bah, tout le cache est flingué. Donc avoir des binaires stables, c'est toujours une propriété intéressante pour améliorer la performance. Et donc voilà, dans le cas d'un développement outsourcé, c'est vraiment quelque chose qui est absolument utile pour être sûr que vous ne vous êtes pas planté. Maintenant, comment on fait ça? Je vais pas commencer par comment on fait un build reproductible, mais comment on vérifie que le résultat est reproductible. Donc, en fait, on va commencer par l'objectif au lieu de dire comment on va à l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir vérifier, de pouvoir contrôler que le résultat d'un build est égal au résultat de build de référence. Donc, à chaque fois, on va commencer par prendre le résultat d'un build de référence, on va faire un build et on va comparer pour être sûr qu'on obtient le même résultat. Ça, c'est la preuve qu'un processus de build est reproductible, puisque on l'a vraiment contrôlé par un résultat effectif. Pour pouvoir en fait avoir un build qui a une chance d'avoir le même résultat que le build d'origine, en fait, un prérequis, et ça fait partie donc des moyens d'arriver à des builds reproductibles, c'est qu'il faut un environnement de build qui soit dans des conditions cohérentes pour obtenir le même binaire. Si le binaire de référence a été fait sous Windows, si vous buildez sous Linux, il y a peu de chances, du fait des retours chariots, que vous obteniez les mêmes binaires au bout. C'est tout bête, mais et donc il y a forcément des contraintes à mettre sur l'environnement de build pour avoir une chance d'avoir le même binaire. Donc, un des prérequis pour pouvoir obtenir des builds reproductibles, c'est de définir quelles sont les conditions de l'environnement qui va permettre d'obtenir le même binaire que le binaire de référence. Et évidemment, il faut aussi que tout l'outillage fasse des binaires qui ne contiennent pas de bruit. Alors ça tombe mal, en Java, la première chose en Java qu'on livre, ça s'appelle des jars. Un jar, c'est un fichier zip. Un fichier zip, ça n'a pas d'ordre prédéfini, ça n'a pas de date prédéfinie dans les fichiers, c'est la date de quand vous buildez. Donc Java, par défaut, le fait qu'on livre tout par des jars, fait que rien que le format zip amène un bruit ridicule. Vous buildez deux fois la même chose et vous effacez entre-temps. Forcément, vous allez obtenir deux zips différents parce que la date est différente, même si le contenu est le même. Parce que en fait, l'expérience a prouvé quand j'ai commencé au tout début, et même quand le gars d'Ariane avait testé ça en 2016, c'est que en fait, le compilateur Java, globalement, donne le même binaire. Malheureusement, dès qu'on en fait un zip, on n'obtient plus le même zip, même si on a le même binaire à l'intérieur. Donc en fait, toute la chaîne de compilation, tous les outils ont besoin d'éviter le bruit inutile, ont besoin d'ordonner les fichiers dans les zips, ont besoin de définir une date qui soit prévisible pour toutes les entrées dans les zips, et tous les petits trucs qui rajoutent un bruit à un endroit ou à un autre doivent être retirés.
Par exemple, par défaut, quand vous faites un jar, ça contient la version précise de votre JDK et donc avec le patch version et puis avec qui est le fournisseur de votre JDK. Donc refaire l'environnement de build pour obtenir le même binaire, c'est une horreur parce qu'il va vous falloir un JDK très précis, d'un vendeur très précis, ça devient compliqué. Pour faire des builds reproductibles, il est intéressant d'avoir uniquement la version majeure du JDK et puis on se fiche de savoir quel est le vendeur parce que globalement tous les vendeurs font le même bytecode. C'est pas sur le bytecode produit par le compilateur qu'il y a une différence entre les différents fournisseurs de JDK que vous allez avoir. Donc voilà, tout l'outillage de build doit être retravaillé pour être rendu prévisible dans la phase de build. Ça a été les deux premières années de mon travail sur les builds reproductibles, fabriquer la toolchain qui permettent de rebuilder avec tous les plugins Maven qui vont bien. Après, l'appliquer à plus grande échelle, vous verrez tout ça ce que ça donne. Donc voilà, une fois que l'outillage est prêt, Maven est prêt maintenant. Une fois qu'on définit quelles sont les conditions de build d'un logiciel, on a une chance d'obtenir le même binaire au bout. Maintenant, dans le cas de la JVM, on va faire ça avec une source de binaire particulière qui s'appelle Maven Central. Donc parce que c'est un des endroits où on a tout un tas de projets open source qui sont disponibles pour être recompilés et pour vérifier. C'est intéressant sur les projets open source de vérifier que le binaire qu'on a sur Maven Central peut être buildé localement. Vous pourrez le faire vous-même sur vos propres binaires à vous, avec vos références à vous, mais Maven Central est une super source pour tester ça à très grande échelle. Et puis, moi-même, je vous montrerai comment on configure sur Maven, même s'il y a d'autres outils de build qui chacun a ses manières de configurer pour obtenir le même type de résultat. Donc, je vais commencer par le contrôle, par vérifier comment est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai créé pour vérifier que les binaires sur Maven Central sont reproductibles. J'ai créé un projet que j'ai appelé, donc je l'ai créé en 2020. Donc une fois que mon outillage marchait pas trop mal, j'ai commencé à l'utiliser en vrai sur des vrais projets. Et j'ai créé un projet que j'ai appelé Reproducible Central, qui est un projet où j'ai fabriqué tout l'outillage pour vérifier des releases de projets open source et vérifier que ce qu'on build localement sur sa propre machine correspond au binaire de référence sur Maven Central. Et j'ai listé, et petit à petit, depuis mars 2020, je rebuild tous les jours les nouvelles releases, les nouveaux projets qui ont une chance d'être reproductibles. Donc à ce jour, ça c'est les stats d'il y a 2 jours, j'ai rebuildé 3400 releases de 627 projets. Il y en a pas loin de 2700 qui ont été 100% reproductibles. Il y en a encore 718 qui ne le sont pas, des releases. Et sur tous les projets, il y en a un peu plus de 500 qui réussissent à être reproductibles à un moment donné. Puis il y en a 100 qui pour l'instant n'ont pas encore réussi. Mais globalement, ça donne une idée du volume. Ça marche à grande échelle. Donc l'expérience obtenue, là, elle est assez significative. Ça marche quand même assez bien. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça donne sur ce site? Donc vous pouvez aller voir sur GitHub. Vous avez la liste des projets qui ont été testés. Donc pour chaque projet, donc groupe ID, artifact ID en gros, vous avez le nombre de releases qui ont été testés et les statistiques. Combien de releases ont été OK? Donc ce projet-là, j'ai 9 releases qui ont été OK. Ce projet-là, sur 23 releases, j'en ai 16 qui étaient 100% OK, j'en ai 7 qui ne l'étaient pas. Et donc petit à petit, ces stats augmentent, le nombre de projets augmente, le nombre de releases checkées augmente. Et donc là, vous voyez, et donc vous pouvez rechercher s'il y a des projets qui vous intéressent, est-ce qu'ils ont été testés et quels ont été les résultats. Et donc pour chaque projet testé, donc là par exemple, je vous montre le cas du Maven Javadoc plugin, donc un plugin fait par l'équipe Maven. Je vous montre son historique. Sur 10 releases qu'on a testées,
bon bah voilà, vous en avez une grande majorité qui est reproductible, il y en a quelques fois qui n'étaient pas reproductibles. Alors, comme vous pouvez voir, l'environnement pour rebuilder, pour obtenir le résultat, bah, il est différent selon les versions de JDK, selon les versions selon les releases. Euh, Par exemple, les releases, il y a plein de releases qui sont faites avec Windows. Bon, je peux vous dire quel est l'allemand de l'équipe qui travaille sous Windows. On n'en a pas beaucoup dans Maven qui font des releases sous Windows, mais il y en a un. Je ne dirai pas son nom. Vous pourrez le trouver vous-même. Sérieux, sous Windows, faire une release officielle Maven sous Windows. Mais oui, ça arrive. Bon, ça c'était la dernière que moi j'avais faite avant qu'ils prennent la main. Ça c'était la mienne. Donc vous voyez, rien que par l'environnement de build, vous pouvez trouver, ça peut vous donner, quand vous connaissez l'équipe, quand vous connaissez les pratiques des projets open source, ça peut vous donner des... Moi je connais les noms des personnes basés sur qui est en JDK 8 sur Windows. Qui est en JDK 17 ici? Alors ça c'est plutôt un Hongrois qui aime bien travailler avec le dernier JDK de l'époque. Et donc voilà, rien que l'environnement qui est utilisé, ça peut donner des signes par rapport aux différentes pratiques des différentes personnes. Concrètement, parce que voilà, on a fait un peu de théorie, je vous ai montré les résultats. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir rebuilder vous-même. Et donc tout ce qui est publié sur Reproducible Central, en fait, il y a un script à la racine du repository Git qui s'appelle rebuild.sh, qui utilise la magie Docker pour créer un environnement avec le bon JDK. Bon, il émule Windows quand il a besoin de faire croire que c'est buildé sous Windows. Et vous lui donnez un chemin vers un fichier, un build spec, une spécification de build. Et à partir de là, en lisant la spécification du build, il va créer l'environnement, il va exécuter le build tel qu'il est configuré. Et il va regarder et il va le comparer par rapport à ce qui est sur Maven Central et il va vous dire, bon voilà, ce que tu viens de builder localement, est-ce que ça correspond à Maven Central ou pas? En général, vous devriez obtenir le même résultat que ce qui a été publié dans Reproducible Central. Ou ça veut dire que j'ai un problème. Si moi, dans Reproducible Central, j'ai publié quelque chose, parce que moi je l'ai rebuildé sur ma machine, si vous, quand vous rebuildez, vous obtenez pas le même résultat, c'est que bon, il y a quelque chose que je n'avais pas prévu qui est différent sur votre machine par rapport à la mienne. Docker ne protège pas de tout, mais bon, l'expérience a prouvé que pas mal de gens ont pu rebuilder. Et bon, c'est assez facile. Il y a juste à exécuter ce script, avoir Docker, et c'est parti. Et plutôt un Linux qu'un Windows. Désolé, j'ai pas fait le rebuild.bat. Non. C'est Linux ou Mac ou FreeBSD, ça a été testé avec succès sur un peu tous les Unix. Concrètement, un fichier build spec, c'est pas très compliqué. On commence par définir qu'est-ce qu'on rebuild. Donc groupe ID, artifact ID en gros, une version. On dit où trouver les sources, donc où est le repository Git, quel est le Git tag à utiliser. Quel est l'environnement de build? Donc là, on va builder avec Maven, on va builder avec un JDK 8, et on va builder en disant que c'est Windows, que les retours chariots sont Windows plutôt que Linux. Bah oui, en disant à la JVM que le new line, c'est le new de Windows, globalement, ça donne un résultat qui est pas mal, et ça marche bien. Ce qui est plus difficile, c'est de faire croire à Git qu'il est en train de faire un checkout d'un tag en mode Windows. Ça, Linux, il n'aime pas trop. Il y a des heuristiques qui, des fois, ne marchent pas. Parce que bon, j'étais obligé de faire un peu de bidouille au niveau Git. Au niveau Java, ça ne marche pas trop mal. Quelle est la commande de build? Donc là, en l'occurrence, voilà, la commande de build pour faire un build complet avec la Javadoc, avec les sources, avec tout. J'ai le profil Apache Release. Donc je package. Bon, j'ai sciemment décidé d'ignorer est-ce que la Javadoc est reproductible ou pas, parce que je peux juste vous dire que la Javadoc, dans 10 ans, elle ne le sera pas, parce que quand vous lancez Javadoc, en général, il télécharge des tas de choses sur Internet. Dans 10 ans, il ne faut pas rêver, ce qui sera sur Internet aura disparu, donc la Javadoc, on va ignorer, c'est pas quelque chose d'important, sérieux, à vraiment vérifier.
Bon, on va éviter de signer, de signer par PGP parce que ça n'a pas vraiment de sens. Bon, puis on ne va pas exécuter les tests, ça prend du temps pour rien, pour ce qu'on est en train de faire dans ce qui nous intéresse là. On va juste obtenir les binaires. Et on va récupérer le résultat du build, donc l'info sur toutes les sorties du build dans un fichier. Et puis j'ai des configurations si je sais que le build ne marche pas bien pour générer le site avec des liens vers un issue tracker, des liens vers des infos. Et donc vous avez dans Reproducible Central des tas de build specs qui correspondent à des vrais artefacts qui sont dans Maven Central que vous pouvez exécuter pour déjà en voir quelques-uns tourner sans que vous créiez quoi que ce soit. Après vous pourrez vous-même en créer si ça vous intéresse plus. Et donc concrètement, quand on le lance, ça donne ça. Donc je rebuild. Donc là, je vais faire l'exemple de mon Maven Javadoc plugin 3.5.0. Je le rebuild. Bon voilà, tout ce qui était dans le build spec, il me le résume au début. Donc là, vous retrouvez la sortie de ce qui a été trouvé. Il récupère le repository Git, il switch dedans, il lance dans Docker la commande de rebuild qui est planquée là-dedans, qui commence ici, avec l'astuce du MVN CRLF pour remplacer MVN, pour jouer avec ce fameuse histoire de Windows. Mais bon, globalement, il lance la commande Maven qu'on lui a donnée. Donc ça le lance. Et puis à la fin, je vous passe tous les résultats de build, mais à la fin, il vous affiche un résultat en comparant par rapport au repository central les quatre fichiers de sortie du build comparés aux 4 fichiers qui sont dans Maven Central. Tout va bien, on a obtenu le même résultat. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe quand on exécute un rebuild d'un projet reproductible avec le bon environnement. On obtient tout ce qu'il faut, on obtient le nombre d'artefacts et tout est bon, tout est vert. On applaudit, s'il vous plaît. Ouais. Ça marche. Ça marche en slide, vous me croyez que ça c'est une copie d'écran que j'ai fait en vrai. Bon, maintenant malheureusement, des fois ça marche pas. Des fois on rebuild et on n'obtient pas la même chose. Dans ce cas, la sortie vous dit que voilà, sur 6 fichiers, il y en a 5 qui sont OK et il y en a un qui n'est pas OK. Très bien. Et pour le fichier qui n'est pas OK, il vous dit quel est le fichier qui n'est pas bon. Là, en l'occurrence, la version 3.6.0, la 3.5 tout allait bien, la 3.6.0 ça va pas bien. C'est le source release zip qui est différent. Il n'a pas la même taille. Donc quand il n'a même pas la même taille, c'est pas subtil, quoi. Et donc à ce moment-là, pour pouvoir, ok, on sait qu'il y a un problème. Maintenant, tout l'art, ça va être de détecter plus précisément. Bon, je sais dans quel fichier, parmi les 6, je sais quel fichier a un problème. Maintenant, comment savoir plus précisément où est le problème dans le fichier? Vous connaissez diff quand vous voulez comparer 2 fichiers. Bon, là, en l'occurrence, on veut comparer deux fichiers zip. Je sais que les gens sous Windows diront WinDiff. On a une commande qui s'appelle diffoscope qui fait en fait qui fait des diffs à l'intérieur des archives et qui comprend à l'intérieur des archives que quand c'est un point classe, éventuellement, il peut même désassembler le point classe pour obtenir un point Java associé pour faire un diff. Et donc, il fait un diff dans diff dans diff dans diff quand il y a des notions d'archives pour vraiment montrer dans 2 archives différentes où est vraiment la différence au fin fond des archives d'archives avec des formats. Et donc ça fait partie par exemple des outils qui ont été fournis par la communauté Linux qui a travaillé sur les builds reproductibles et c'est maintenu par Debian. Et c'est un outil absolument génial pour rentrer dedans. Et donc quand on le lance, le plugin ici dit que pour analyser, on peut lancer diffoscope entre les fichiers. Donc quand on lance la commande qui a été proposée, on a à l'intérieur du zip, en fait, il nous montre qu'effectivement, la taille est différente.
Et puis c'est tout. Là, en l'occurrence, dans ce cas-là, c'était que la taille qui était différente. Il doit sortir aussi quel est le fichier qui à l'intérieur a été différent. Donc trouver après, analyser le pourquoi ce fichier il a été généré par qui, il a été généré par quoi, qu'est-ce qui a amené cette différence. Bon, bah, alors après, ça va être toute une intelligence qu'il va falloir amener parce que des raisons de fichiers différents, il peut y en avoir des tas. Donc ça fait partie des choses qu'il faudra après apprendre à analyser pour corriger le build, pour corriger le problème. Et donc voilà comment vous pouvez configurer un build. Vous avez tous les outils pour analyser le pourquoi et pour après rechercher comment corriger pour la release suivante. Corriger, bon ben, en l'occurrence, on va s'intéresser à comment corriger, comment configurer Maven pour avoir un build reproductible et donc comment corriger le build Maven si jamais il y a un build il y a quelques fichiers qui ne sont pas reproductibles comme attendu. Et donc, la documentation pour configurer Maven, elle est disponible. Donc, c'est un mini-guide sur les builds reproductibles. Elle se fait globalement activer les builds reproductibles, ça se fait en rajoutant une propriété. Et cette propriété, comme je vous l'ai dit, le premier problème qu'on a, c'est quelle est la date des zips, des entrées d'un zip. Bah, c'est en fixant une date qu'on va passer en mode reproductible parce que tous les plugins qui fabriquent des zips à ce moment-là vont utiliser cette date. Bon, puis tant qu'ils sont en train d'utiliser la date et qu'ils ont du code spécifique pour fixer la date des fichiers qu'ils sont en train d'ajouter, bon, ils font aussi le tri pour que l'ordre aussi soit reproductible. Donc, commencer à rendre votre build reproductible, c'est juste rajouter une date. Une date, c'est rajouter une propriété dans votre build. Je sais que les gens demanderont immédiatement, mais comment on va la mettre à jour cette date? Le plugin Maven Release, le plugin version, quand vous les utilisez, vont mettre à jour cette date pour matcher le moment de la release ou le moment où vous changez de version d'un projet. Donc voilà, vous passez donc vous rajoutez cette propriété. Et évidemment, depuis le début, je vous dis qu'il va falloir qu'il y ait des plugins qui prennent cette date pour mettre à jour, pour changer leur manière de faire des jars. Il va falloir des plugins pas trop rares, pas trop vieux, des plugins qui ont pris en compte justement cette date. Donc il y a une liste de plugins qui ont été mis à jour. Donc il y a des versions minimum de plugins qui sont prérequis pour les plugins qui rajoutaient du bruit. Donc il y a des plugins qui rajoutaient du bruit, qui ont été corrigés, qui prennent en compte cette date. Donc il y a une liste qui est fournie. Au tout début, en 2020, je le faisais à la main, de vérifier le build et puis de vérifier si les releases, les plugins qui étaient utilisés étaient suffisamment récents. J'ai fini par faire un petit goal d'un plugin que j'ai appelé Check Build Plan. Il liste le build plan, donc il sait quels sont les plugins, quels sont les plugins et les goals des plugins qui sont utilisés pour builder votre projet. Et s'il y a des plugins qui sont connus comme ayant des problèmes et qu'il suffit de les upgrader, il va vous le dire et il va vous dire quel plugin upgrader. Donc tout le travail que moi j'ai fait à la main pendant au moins 1 an et demi, parce qu'avant de l'automatiser, je me suis fatigué pendant 1 an et demi à mettre en œuvre à la main. Mais bon, c'est comme d'habitude. Avant d'automatiser, il faut savoir faire à la main. Il m'a fallu du temps à comprendre à la main, à bien apprendre à la main. Puis après, il a fallu du temps pour trouver comment l'écrire, ce fameux plugin. Mais à partir de là, pour vous maintenant, c'est facile. Vous mettez une date, vous demandez check build plan. Et s'il reste des choses à faire, il vous dira quoi. Et immédiatement, vous allez avoir un build qui va être reproductible. Alors des fois, il sera à 100%. Des fois, il manquera encore des choses, mais au moins, le socle sera déjà reproductible, puisque vous aurez déjà des jars qui n'auront pas de problème d'ordre de fichier, qui n'auront pas de problème de date. Il pourra rester encore 2-3 choses à faire, mais au moins, vous avez le début qui est très facile. Et vous pouvez même faire directement le check build plan. Il vous proposera d'ajouter la property, parce que c'est la première chose qu'il vérifie, évidemment. Donc vous pouvez même oublier le premier, c'est le deuxième qui vous donnera l'instruction
pour faire le premier, pour rajouter la propriété. Donc voilà comment configurer pour Maven pour avoir un build reproductible. Rien de compliqué. Il n'y a qu'à. Et à partir de là, une fois qu'on a configuré un build pour être reproductible, on va pouvoir comparer le build, un build local par rapport à un build de référence. Le premier cas, c'est le cas où on va comparer vis-à-vis de Maven Central. Donc j'ai écrit le goal artifact compare qui, une fois que vous avez fait votre build, donc vous faites votre commande de build et vous faites attention à un verify, vous ne faites surtout pas un install, parce que si vous faites un install, ça veut dire que vous allez builder, vous allez installer dans votre repository local ce que vous venez de builder, et vous allez comparer par rapport à votre repository local. Comme c'est ce que vous venez de builder, il va vous dire que tout va bien. Mais c'est un peu facile, vous êtes en train de comparer un build par rapport à lui-même. Ça fail jamais. Si vous faites que verify, vous avez le build local avec les artefacts dans votre build uniquement, et ils ne sont pas dans le repository local. Et comme ils ne sont pas dans le repository local, au moment du compare, il va aller télécharger les artefacts équivalents à ce qu'il a en local. Il va les mettre dans le repository local, et là, après, il va les comparer. Donc là, voilà, artefact compare. L'instruction très importante, c'est de surtout pas installer, c'est de vérifier. Si vous êtes sur des logiciels internes qui sont pas sur, et donc qui ne sont pas sur Maven Central, évidemment, télécharger depuis Maven Central, ça ne va pas vraiment vous aider. Donc pour ces cas-là, il y a un paramètre supplémentaire. Si vous avez publié les binaires de référence dans un Nexus repository interne à la boîte, si vous l'avez publié quelque part dans un repository Maven interne, vous allez permettre de télécharger les binaires de référence, non pas sur Maven Central, mais sur votre repository interne. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir vérifier des builds de vos logiciels à vous dans votre entreprise. Des choses qui n'existent pas dans Maven Central. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire après des releases, parce que les releases sont disponibles dans les repositories. Vous pouvez éventuellement vouloir tester ça, même carrément, pendant la phase de développement, dans quelque chose qui n'est encore même pas publié dans un repository même interne. Et donc là, en l'occurrence, si vous voulez pouvoir le tester pendant les phases de développement, pendant que vous êtes en train de faire un snapshot, il va falloir fabriquer un binaire de référence et rebuilder à un autre moment et comparer les deux. Donc c'est pour ça que vous allez faire un premier build. Cette fois-ci, vous allez le faire en install parce que c'est le premier. Donc vous initialisez avec un résultat de build. Et le deuxième build que vous faites que vérifier et surtout pas installer. On revient à cette, parce que si vous écrasez, vous allez vous comparez le deuxième build au deuxième build, donc ça sert à rien. Là, on va comparer le deuxième build au premier build avec artifact compare. Et là, ça va vous faire pendant une phase de développement, vous allez pouvoir vérifier que deux builds sur la même machine donnent le même résultat. Ça ne permet pas de vérifier tout. Par exemple, si jamais vous aviez embarqué votre username dans le binaire, deux builds sur la même machine avec le même username, on ne va pas voir de différence. S'il y a un répertoire, on ne va pas voir de différence. Bon, c'est facile en général de builder depuis deux répertoires différents. Mais au moins, là, l'avantage, c'est que vous pouvez faire ça, vous n'attendez pas une release, vous pouvez faire ça pendant les phases de développement pour faire déjà des tas de tests de façon itérative. Tout ça, c'est des instructions pour Maven. Il y a un équivalent pour Gradle. Donc, ils ont une doc qui est à peu près, comme vous pouvez voir, c'est guère plus compliqué. Alors eux, ils ont fait deux paramètres. Ils ont mis un paramètre pour gommer la date des fichiers qu'il y a sur disque et l'autre pour gérer l'ordre. Bon, moi, j'ai tout fait avec un seul paramètre. Bon. Et donc, l'expérience prouve que ça marche. Donc, par exemple, Mockito a tout un historique. Les deux premières releases n'étaient pas encore bonnes.
Je leur ai juste dit que ça marchait pas. Les gars ont un peu investigué le pourquoi, ils l'ont corrigé. Et depuis, j'ai 20 releases qui fonctionnent avec des vieux Gradle en JDK11, puis JDK17, puis JDK21. Vous pouvez voir, ça marche, nickel. Bon, maintenant, moi, je comprends pas bien grand-chose à Gradle. Des gens qui font, qui mettent à jour leur build, il y en a pas forcément beaucoup. Si ça vous intéresse, si vous avez de la compétence, aidez des projets open source qui utilisent Gradle à configurer leur build pour être reproductible. Puis après, m'aider à faire le contrôle que leur release est reproductible. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, contactez-moi. Bon, ça c'est une aide qui serait bien utile. Moi, je le fais beaucoup dans le monde Maven. Je le fais beaucoup moins dans le monde Gradle. Pour info, ça existe aussi pour SBT, pour des gens qui feraient du Scala. Le gars qui fait ça a fait une preuve de concept il y a quelques années. Bon, maintenant, ça n'a pas vraiment été repris. S'il y a des aficionados de Gradle, de SBT, de Scala, il y a des choses faciles à faire pour ramener SBT au niveau de ce qu'on a aujourd'hui dans les autres outils de build. Ça peut faire une bonne introduction à de l'open source, parce que je suis sûr que si quelqu'un fait le travail de mise à jour des outils, tout le monde appréciera. Même si aujourd'hui personne ne fait l'effort de mettre à jour les outils. Donc voilà, n'hésitez pas. Autre bonne opportunité de contribution open source, si c'est votre domaine de compétence et votre domaine d'intérêt. C'est pas mon domaine d'intérêt, c'est dans l'état. Si personne ne fait rien, ça restera comme ça sur cette partie-là. Bon, on passe à l'interrogation pour savoir si vous avez bien écouté. On va faire ce fameux quiz. Vous êtes prêts? Vous avez tout compris? Il n'y a eu aucune question, donc je considère que tout était clair. On va voir. Le principe, je vous montre des phénomènes au départ, et à la fin on vote. Reproductible ou pas reproductible? Instruction simple. Vous êtes prêts? C'est parti. Premier build. On va builder le Maven Javadoc plugin 3.5.0. On rebuild et on compare à la fin. On obtient cette sortie. Alors, reproductible ou pas reproductible? Tout le monde doit voter. Personne n'a le droit de se planquer. Je vois plein de gens qui se planquent, qui ne répondent pas. Mais sur celui-là, me dites pas que vous ne répondez pas. Évidemment que celui-là y est. En plus, je vous l'ai montré, c'était le premier. C'est le Javadoc plugin 3.5.0. La sortie est quand même assez facile. Et vous voyez, je suis pas méchant. Ouais. Et vous voyez, c'est facile. Je suis un bon prof, hein, vous avez tout compris. Bon, on va faire le deuxième. Donc celui-là, reproductible, tout va bien. Deuxième cas. Bon, on va faire un peu plus compliqué. Alors, là, on va en builder un autre. Et là, on commence à avoir des erreurs. Là, il y a 3 fichiers OK, mais il y en a un qui n'est pas bon. Alors, on a suivi. Et quand il y en a un qui n'est pas bon, il nous dit d'exécuter diffoscope. Donc, on va voir diffoscope. Oh la vache, le manifeste, il n'est pas bon. Là, il y a des problèmes. C'est pas les mêmes tailles. Oh la vache. Ça a l'air... Waouh, c'est chaud. C'est même pas le même bytecode, dites donc. Wow. Bon alors, reproductible ou pas reproductible? Vous écoutez rien. Et voilà, il y en a au moins un qui suit. Et c'est on va revenir un tout petit peu en arrière. C'est le Javadoc plugin 3.5.0. C'est le même que le précédent. Pourquoi vous me dites cette fois-ci qu'il n'est pas reproductible alors que le précédent, vous me disiez qu'il était reproductible? Pourquoi vous allez toujours aux trucs les plus complets parce qu'on vous agité un chiffon rouge alors qu'en fait, il vous disait au départ, vous avez utilisé un JDK11. Bah ouais,
Si vous utilisez un JDK11, vous n'obtenez pas le même binaire que si vous utilisez un JDK8. Hein. Je vous l'avais dit, non? Bon, allez, fallait apprendre de ses erreurs. Le coût de l'environnement qui est pas bon, c'est un super classique. Faut le vivre hein, pour s'en rappeler. Bon. Donc celui-là, évidemment, il est reproductible. Et d'ailleurs, quand on va regarder rien que dans le manifeste, bah, on voit la différence. Et puis on a tout ce qu'il faut dans le build d'origine. Troisième cas, on va voir si vous vous rattrapez. Bon, alors là, cette fois-ci, c'est le Shade Plugin 3.5.1. Bon, celui-là, vous ne le connaissez pas, donc il n'y a pas d'astuce là-dessus. C'est pas bon. Bon, il y a un fichier qui est pas bon. On va quand même aller regarder. Bon, alors là, il n'y a pas de problème d'environnement. Il a été fait sous Unix avec un JDK 17 en version de référence. Nous, on l'a fait en JDK 17 Unix. Bon, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Quand on regarde à l'intérieur, on fait d'Ifoscope. On voit, bon ben voilà, il y a deux fichiers qui sont pas bons, ils ont la même taille, c'est tout. Ah tiens, ah ils n'ont pas les mêmes, ils ont pas les mêmes permissions fichiers. Il y en a un, celui de référence, et il est pas en groupe write alors que celui que j'ai rebuildé localement, il est en groupe write. Reproductible ou pas reproductible? Alors, là, on a le bon, on a le bon 50-50. Là, celui-là, il est plus. Celui-là est reproductible, en fait. On peut changer son environnement. En fait, il y avait quelque chose. Et alors, là, je vous parle en plus d'un cas très concret que j'ai vécu. Au tout début, quand je travaillais dessus en 2019, 2020, 2021, j'avais toujours un groupe write. Et il se trouve qu'en 2023, ça a commencé, j'ai commencé à avoir des cas comme ça. Et j'ai découvert que toutes les distributions Linux, en 2 ans, sont passées à une configuration par défaut d'un umask qui met un groupe non write. Et donc de plus en plus, les gens qui upgrade leur distribution Linux se retrouvent avec des fichiers comme ça. Et bon, moi, mon Linux, moi que j'avais pas upgradé, j'étais encore en groupe write. Et donc, j'ai été obligé de modifier l'outil pour, dans l'environnement, rajouter un paramètre supplémentaire que umask. Pour pouvoir configurer le umask parce que ça devient quelque chose. Il y a des gens qui travaillent avec un vieux Linux, donc ils ont un 0.02. Puis il y a des gens qui travaillent avec un nouveau Linux et ils ont plutôt un 0.22. Il n'y en a aucun qui est faux. Il faut juste avoir le même environnement que la personne qui a fait le build de référence. Donc reproductible, juste un peu plus compliqué à reproduire parce qu'on commence à avoir des subtilités dans l'environnement. Donc des fois, on aura des subtilités dans l'environnement et il faut être capable de découvrir quand on regarde la sortie d'Ifoscope que en fait, c'est l'environnement qui est à remettre en cause, pas forcément l'outil de build. Bon, alors après, j'avoue que les plugins, petit à petit, je suis en train de les faire évoluer pour qu'ils soient agnostiques à la configuration du umask de l'utilisateur parce que c'est très embêtant de jouer rien que pour ça. Mais bon, voilà. Des fois, on a des notions d'environnement qui rentrent en jeu et qui ne sont pas pratiques. Un autre cas que j'ai depuis, que j'ai été obligé de rajouter, des fois, pour des raisons X ou Y qu'on va pas rentrer dans le détail, des fois, c'est sensible au time zone de l'utilisateur. Donc vous savez quand c'est quelqu'un qui l'a fait plutôt en Europe, ou plutôt aux États-Unis, ou plutôt en Asie. Parce que quand vous rebuildez, vous n'obtenez pas le même time zone. Si vous setez le time zone, paf, vous obtenez le même résultat. C'est des choses qui arrivent. Là aussi, j'ai travaillé à essayer de gommer ce genre de subtilité qui est très désagréable. Parce que chercher le time zone, c'est chiant. C'est super chiant. Donc si on peut faire des outils de build qui sont insensibles au time zone, ça fait un build plus stable, c'est quand même plus pratique. Un petit dernier pour la route. Donc là, c'est Flowlogix 7.02. Bon, le classique, on a quelque chose. Il se passe quelque chose, faut qu'on aille voir quoi. Bon, alors un petit truc qui se passe ici, on a quelque chose buildé avec un JDK 20.
JDK non LTS. Qu'est-ce que vous pensez de la capacité à installer un JDK non LTS pour rebuilder dans 5 ans? Ça risque d'être un peu compliqué. Donc essayez, quand vous faites des releases, d'utiliser des JDK LTS. À l'avenir, ce sera plus facile d'installer un JDK LTS dans 10 ans que si c'est un non LTS qui va. Là aujourd'hui, j'ai quelques builds avec un JDK 12. J'ai été incapable de télécharger un JDK 12 au jour d'aujourd'hui parce que c'est dans les limbes. Alors en plus, on était pile dans les changements entre de Temurin vers Adopt Open JDK vers Temurin, etc. Impossible de trouver un JDK 12. Donc je me retrouve avec un truc où je suis convaincu que ça peut marcher, que le build doit être reproductible, si j'étais capable de trouver un JDK 12. Bon, voilà. Essayez d'éviter de builder avec des JDK non LTS, ça évitera ce genre de petites bêtises. Toujours est-il que quand on regarde dedans, bon, on retrouve 2-3 fichiers, et là on se retrouve avec un truc. Le build de référence, alors lui il a carrément du non écrivable pour une librairie, mais alors pas pour les autres. Pour les autres, il a quand même du R. Donc en gros, il y a un gars qui, sur sa machine de build, il a fait un build, il a son repository local où la moitié des fichiers sont lisibles par tout le monde, l'autre moitié des fichiers sont lisibles que par le user. En pure théorie, on peut à peu près reconstruire l'environnement. Hein. On peut s'amuser à essayer de télécharger les librairies dans notre repository local, changer les permissions. Là, je vous pose même pas la question reproductible ou pas. En théorie, oui. En pratique, non. Voilà. On a des cas comme ça où ça, en général, c'est quelque chose que je dis que c'est pas reproductible parce qu'il faut pas fabriquer un environnement aux petits oignons comme ça devient un peu trop délire. Donc ça, c'est quelqu'un qui devrait effacer son repository local parce qu'il a été pollué dans les droits d'accès historiquement pour revenir avec un bon repository local avec tous les mêmes droits partout et on n'aura pas ce genre de bruit difficile à reproduire. Bon, vous en êtes pas trop mal sorti. Honnêtement, les pièges étaient classiques. Et bon, les cas vraiment compliqués ont bien posé les bonnes questions. J'espère que ça vous aidera à bien vous rappeler des premières choses où on a tendance à croire que reproductible veut dire reproductible dans n'importe quelle condition. Reproductible, on obtient bien le même binaire dans certaines conditions. Et le dans certaines conditions a vraiment un sens assez fort. Alors, qu'est-ce qui reste à faire dans le monde des builds reproductibles? Là, on a vu que dans le monde de la JVM, on a globalement ça marche bien. Maintenant, je peux vous dire que ça ne marche pas partout. Il y a encore des plugins qu'il faudrait corriger. Il y a encore des projets qu'il faudrait aider à passer en reproductible. Là aussi, s'il y a des gens que ça motive, c'est des tas de petites touches. Voilà, ça fait maintenant 4 ans et demi que je fais des tas de petites touches. Petit à petit, ça corrige des choses. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Si ça vous intéresse, c'est toujours intéressant. Aujourd'hui, j'ai un nombre de commits dans un tas de projets open source, pas croyable, parce que je propose un petit patch pour rendre reproductible. Puis après, je montre le résultat quand c'est reproductible ou pas d'ailleurs. Puis après, on améliore les choses. Donc Gradle, c'est censé marcher. Donc il faut juste que des gens proposent aux projets qui utilisent Gradle de configurer les builds reproductibles. Et puis que des gens m'aident à contrôler que les builds officiels, que les builds de référence dans ma manette centrale ont été reproductibles. Là, moi, je n'ai pas d'énergie là-dessus. Gradle, c'est pas ma tasse de thé. Si ça vous intéresse, c'est toujours intéressant. Si vous voulez jouer sur SBT, s'il y en a qui sont plutôt sur NPM, il y a forcément la même chose à faire. Alors j'ai rencontré des gens de Google qui travaillaient sur les builds reproductibles. Ils l'ont essayé sur NPM et sur Python. Les résultats qu'ils ont eus, en résumé, c'était on pourrait tenter de rebuilder si déjà on savait où était le repository Git.
Donc déjà, parmi tout le set qu'on a essayé, ben, il y en avait déjà la moitié, on n'avait pas le repository Git. Puis après, dans ceux qui avaient un repository Git, il y en avait la moitié qui ne disaient pas où était le tag. Puis après, dans ceux qui disaient qu'il y avait le tag, bah, il y en avait la moitié, c'était pas vrai, c'était pas le bon. Donc ils ont commencé à builder. Donc il y a clairement des choses à faire, rien que sur les pratiques de release. Après de travailler sur les pratiques d'une release reproductible. Donc ça peut être très intéressant, ça peut ne pas forcément être très compliqué, mais bon, par contre, là, encore une fois, faut s'y mettre. Pareil en .NET, s'il y en a qui sont plutôt pour .NET. Je sais que les gens de .NET, les gens du compilateur .NET se vantent qu'ils ont fait le travail qu'il fallait pour que ce que le compilateur .NET sort est reproductible en lui-même. Bon, maintenant, il faut le mettre en œuvre en vrai et mettre en œuvre les tests. Il y a tout à construire autour. Bon, théoriquement, là, voilà, on est au Bordeaux de Jug, hein, mais on ne sait jamais. Hein, vous êtes pas obligé d'être Java only. Il y a même quelqu'un qui travaille sur les images Docker. Donc il y a un japonais qui, j'ai vu, bon, lui il est apparemment seulement à la 2e année de travail dessus. Donc il a déjà des résultats, il essaie de convaincre tout le monde que ce serait intéressant que chacun prenne sa part de qu'est-ce qui dans un build Docker n'est pas reproductible. Par exemple, comment on fait pour faire un apt update qui update de la même manière 2 fois à 6 mois d'intervalle. C'est bête, mais on aime bien d'ailleurs mais c'est ce qu'il va falloir pour des builds reproductibles. Hein. Si on veut vraiment vérifier que notre image Docker n'est pas un ramassis de trucs, y compris des trucs cachés, hein. Il va falloir à un moment qu'on s'occupe de cette question-là. Donc voilà, il y a quelqu'un qui s'y intéresse, il a de l'énergie, j'ai vu, je vois ce que je faisais il y a 5 ans, et lui il a commencé il y a 2. Et puis il est dans un monde, je pense, qui n'est pas facile non plus. Donc si ça vous intéresse, il y a de quoi faire aussi. Le sujet des builds reproductibles commence à être pas mal reconnu, pas mal connu dans le monde de Salsa, dans le monde de la sécurité, ne serait-ce que parce que ce que j'ai fait sur Java prouve que, les gars, c'est pas de la théorie. Bon, ce qu'ont fait les gens sous Linux aussi prouve que c'est pas de la théorie. La plupart des distributions Linux ont une grande majorité de leurs packages qui sont aujourd'hui reproductibles dans leur environnement. Et donc, bon, voilà, si vous êtes intéressé, il y a de quoi faire et vous pourrez gagner des galons et de la connaissance auprès de plein de monde en travaillant sur un de ces sujets. Il n'y a encore pas grand monde qui a travaillé dessus. Donc, franchement, il n'y a qu'à. Il faut juste y passer du temps. Hein. Bon, une certaine quantité de temps, mais c'est pas si compliqué que ça de rentrer dedans. Je vous aiderai si vous le voulez. Mais bon, faut vous motiver. Donc voilà, comme je vous disais, avec Maven, la question maintenant, elle n'est même plus les outils, faites-le. C'est simple, vérifiez avec Artifact Check Build Plan. Soit vous obtenez, dès que vous comparez avec Artifact Compare, soit vous aurez déjà gagné dès le premier build. Honnêtement, pour tous les builds standards où vous ne faites rien de très particulier, ça devrait marcher. Soit vous aurez quelques problèmes. Donc là, voilà, jetez un coup d'œil à Diffoscope, vérifiez ce qui se passe. Si vous trouvez que la cause de ce qui pose un problème, bon, elle est facilement corrigeable et puis qu'elle a de l'intérêt, par exemple, quand un jour vous trouverez votre username dans un binaire où il n'était pas censé être, ça vous motivera peut-être à le retirer. Parce que voilà, c'était pas censé contenir le nom de la personne qui a buildé. Et puis voilà, itérativement, vous pouvez passer. Le début est très simple et on a vraiment un gros gain parce que le nombre de différences que vous aurez rien qu'au premier step, immédiatement vous aurez quelque chose avec des statistiques pas dégueulasses. Arriver aux statistiques 100% reproductibles quand vous avez vraiment des choses très, très particulières, vraiment très précises dans votre build, bon, il y a des fois vous accepterez, oui ça je peux expliquer le pourquoi, j'ai autre chose à faire que de le corriger, soit. Au moins vous arrêtez d'être complètement aveugle au binaire que vous produisez. Et donc, c'est ce qui nous arrive dans le projet Maven. Par exemple,
Le premier vote sur Maven 3.9.5, bon, bah, il était pas mal, mais bon, il y avait un problème de UMask, tiens. Le gars qui avait fait la release, il avait joué sur son ordinateur, il avait exactement le truc comme Flowlogic, il avait des choses bizarres dans son... Donc bon, c'est pas parce que c'est pas 100% reproductible que c'est mauvais. Jusque-là, on s'occupait de rien. Quand on a un problème et qu'il est identifié et qu'il est très pointu, bon, bah, c'est tout. On laisse passer, mais ce serait bien que la prochaine fois, on est corrigé. C'est pas forcément un problème. Parce que bon, bah, voilà, la prochaine fois, il y a qu'à. Et c'est quand même mieux quand tout est vert et que tout est parfaitement carré. Donc, allez-y. Vous pouvez, c'est pas compliqué. Il suffit de s'y mettre. Et donc voilà. Le premier step, l'activation, c'est un peu le Dolby. C'est le noise reduction. Vous avez forcément un bruit qui va descendre, vous allez pouvoir comparer. Et puis après, vous verrez si vous passez à la qualité parfaite. J'espère que c'était intéressant. J'espère que vous tenterez, que ça marchera. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes en utilisant ce que je vous ai donné. Et je prends toute question. Oui. Donc la question est de savoir s'il y a des bonnes pratiques sur les plugins, à fixer les versions de plugins, à fixer des choses pour les builds reproductibles. Alors je vais dire une évidence. Évidemment, pour avoir une chance que l'environnement soit plus facile à faire, il vaut mieux avoir des versions de plugins fixées. Sinon, on a créé une dépendance à la version précise de Maven qu'on utilise. C'est pas pratique pour l'environnement, donc c'est quand même vachement mieux. Et il me semble pas que le check build plan le check, donc très bonne idée. Il faudra que tu m'aides à l'implémenter. De vérifier dans le check build plan que quand il y a une version qui a été magiquement choisie, ce serait bien qu'elle soit fixée de façon explicite au lieu d'être magique. J'espère que personne ici utilise des ranges de versions dans les dépendances. Hein, c'est pas une pratique. On laisse ça aux gens de NPM. Hein. On fait pas ça chez nous. Hein. Parce que évidemment, si vous utilisez des ranges de versions dans vos dépendances, par définition, c'est fait pour être automagique et donc pas être reproductible. Donc oui, il y a des pratiques comme ça. Là aussi, je ne l'ai pas checké dans le check build plan. Parce que là, pour le coup, autant je vois qu'il y a plein de monde qui sélectionne pas les versions de plugins parce que ça se voit pas trop. Celui qui fait l'idiot à mettre des versions de range dans les dépendances, tant pis pour lui. J'ai pas le temps de le protéger. Mais voilà, en gros, c'est les deux seules pratiques qui influent sur les builds reproductibles. Après, les versions minimum, le check build plan, parmi les plugins connus qui ont des corrections, bah, il te les liste automatiquement. Une autre question? Ouais. Donc la question est de savoir si donc, dans un environnement où le build, donc la CI est gérée par une équipe qui a des agents Jenkins qui varient beaucoup, qui n'arrêtent pas d'évoluer, est-ce que ça va être difficile de rebuilder? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle varier l'environnement Jenkins. Ce qui est important, c'est la version majeure de JDK. Ça fait pas partie de l'agent, ça fait partie de la configuration de ton environnement, de ton build. Donc ça, c'est pas la CI qui te force ta version de JDK. Donc ça, c'est important. Et après, qu'ils aient changé constamment le niveau de patch level du JDK, qu'ils aient changé les répertoires, les choses comme ça, tout ça, c'est quelque chose qui devrait être neutre. Donc non, avoir des environnements très différents, c'est pas un problème. L'expérience prouve aussi dans le projet Maven que bon voilà, on a des gens qui relisent sous Windows, des gens qui contrôlent sous FreeBSD, sous Linux, sous Mac. Bon, on s'en fiche, on se demande pas trop.
Je dis pas qu'il n'existe pas quelques cas particuliers où des fois il y a une version précise de JDK qui est nécessaire parce que de temps en temps on a des cas aux limites. Donc j'en connais quelques-uns, mais en général c'est quelque chose, non, la version de JDK majeure est quelque chose de suffisant. Et donc non, pas de problème si les environnements sont très variables. C'est toute la tolérance version majeure de JDK, Newline et bon, éventuellement UMask, allez. Et version de Maven, de toute façon, c'est dans le rebuild quand tu as une dépendance à la version de Maven. Et bon, l'expérience prouve que ça marche, pas de problème. Autre question? Alors, donc la question est de savoir, donc j'ai parlé au début de gains sur les perfs, mais bon, j'en ai pas parlé plus en avant. Je confirme que c'est une conséquence sur les outils qui font du cache. Je ne vous ai pas parlé de Maven 4, je ne vous ai pas parlé de Maven Build Cache Extension, je ne vous ai pas parlé de tas d'autres sujets qui vont pouvoir utiliser des propriétés amenées par ça. Mais en fait, voilà, chaque sujet, quand tu les sommes tous, ça donne un ensemble plus gros. Et là, en l'occurrence, les gens qui travaillent sur le build cache et qui vont travailler à détecter si quelque chose nécessite d'être buildé ou pas, bah, te diront merci quand tu obtiendras le même binaire. Et donc, ils n'auront pas besoin de rebuilder certaines choses parce qu'il y a les mêmes binaires au début. C'est juste ça d'un point de vue théorique. D'un point de vue pratique, j'avais qu'une heure que j'ai dépassé. Et donc, voilà. J'avais pas de problème pour passer encore 2 heures, hein, mais il m'a dit que ici tout le monde avait faim et que c'était pas possible. Tout le monde avait soif aussi. J'avoue que j'ai aussi soif, donc voilà, on fera ça une autre fois. ou bien aller, justement, il y a un des talks que Julien a montré de Martin et de je sais plus et de Benjamin Marwell sur justement toute cette partie-là où ils vont en parler. Alors je sais pas comment. D'ailleurs, Benjamin, il va falloir que je lui demande, mais oui. Une autre question? Oui. Alors, la question est de savoir pourquoi est-ce que je vérifie le UMask. En fait, je ne vérifie pas le UMask. Je vérifie le zip. Je vérifie un binaire. Il se trouve que c'est le UMask dans le zip qui est différent. Alors, je te passe des subtilités qui vont créer des mots de tête pas croyables, hein, où le format zip, pour les gens qui veulent alors, des fois, quand on rentre vraiment à fond dans un sujet, on découvre des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Le format zip, je vous rappelle que le format zip vient de l'ère DOS. Hein. Dans l'ère DOS, l'heure, c'est l'heure locale. À l'époque, UTC, ça n'existait pas. Donc, quand vous faites un zip, en fait, si vous faites un zip, eh ben, ça met l'heure, mais l'heure en heure locale, ça ne met pas l'heure en heure absolue. Donc quelqu'un qui rebuild sur une machine qui est dans un autre time zone, il va avoir la même heure, mais pas la même heure au sens UTC, mais l'heure au sens dans son time zone. Sauf si vous utilisez l'extension de zip qui dit qu'on va utiliser l'heure au sens Unix, qui lui est basé sur UTC. Parce que Unix a introduit UTC dès le départ. Dès le départ, Unix a dit qu'une machine, ce n'était pas une machine personnelle, c'était une machine d'entreprise où il y avait plusieurs personnes qui avaient des time zones, donc il était important de travailler en UTC. Et alors là, quand vous commencez à mélanger dans un fichier zip, la moitié des entrées sont en heure où on ignore le time zone, et l'autre, c'est non, le time zone c'est important parce que justement on a tout fait en UTC. Des fois, ça fait des situations ubuesques parce que à la fin, ce qui est important, c'est le binaire. Et quand on remonte à tout ça, waouh. Et alors, bon, le comprendre, c'est une chose. Réussir à coder les astuces de jouer sur les time zones, c'est super compliqué. Puis quand tout marche, et donc tout le monde est OK, puis il y en a un qui dit non, mais moi j'essaie de le coder moi-même, ce que tu fais, c'est faux. Parce qu'en fait, dans le zip, tu n'as pas mis leur UTC. Je te confirme, j'ai pas mis leur UTC parce que dans zip, ça n'existe pas. Comment? Non, c'est n'importe quoi. Bon, ben, donc oui, j'ai même après passé plusieurs heures à expliquer à des gens qui voulaient précisément rentrer dedans pourquoi
le zip étonnamment, ne donne pas une heure indépendante du time zone dans lequel il a été fait. Mais grâce à ça, c'est grâce à ça qu'on a un binaire qui est le même, quel que soit l'endroit où on l'a fait. C'est totalement fou, mais ça marche. Donc voilà, c'est le binaire qui drive tout. Le pourquoi, c'est à chaque fois on aura des choses particulières. Alors, demander à Java de faire un CP, en fait, c'est là où je modifie tous les plugins, je modifie les plugins qui font de l'archivage pour effectivement, par défaut, ils arrêtent de regarder le groupe. Oui, j'ai modifié tous les plugins pour que par défaut, ils aient un comportement qui finalement s'occupe pas trop de ce qu'il y a sur le disque, parce qu'en général, quand tu zips, tu te fiches de savoir quel est l'environnement local. Tu veux juste quelque chose de basique et de sécurisé. Donc, allez, j'ai pris la stratégie par défaut maintenant, c'est du 0.2.2 partout. Parce que bon, c'est la stratégie de maintenant où on est un peu plus strict en sécurité, en termes d'écriture surtout. En termes de lecture, on ne joue pas, quoi. Tout le monde peut lire. Alors, des problèmes avec les accents. Alors, je confirme qu'il y a quelques projets difficiles à builder. C'est ceux qui travaillent justement sur les conversions avec les accents, les choses comme ça. Parce que là, pour le coup, en plus, ils écrivent des fichiers avec des accents dans tous les sens. Et je te confirme que l'exécuter sur un Mac, sur ce coup-là, c'est pas pareil que l'exécuter sur un Linux. Bon, c'est des cas aux limites. Vous savez bien que Java supporte Unicode et donc vous pouvez vous amuser à faire des classes avec des accents dedans. Ça, c'est une méthode d'obfuscation. C'est pas une méthode de codage. On est d'accord. Bon, ben voilà, l'obfuscation, on ne contrôle pas. Le codage, vous faites jamais ça, rassurez-moi. Dans le nom du fichier. D'accord, donc alors, donc quand tu as des choses avec les propriétés, des choses comme ça, encore une fois, ce qui est important, c'est le format binaire de ce qu'on va contrôler. Qu'après, au runtime, tu aies des choses qui fassent des choses comme elles veulent, bon, ça, on s'en fiche, mais bon, si tu as des cas où, pour des raisons que je comprends à moitié, mais pour des raisons d'homogénéisation, puis comme je comprends que c'est des notions business. Donc là, pour le coup, quand c'est des notions business, oui, les accents, ça arrive. Mais sur des fichiers de propriété, oui, ça peut, je veux bien croire, où tu as mappé des choses, des automatismes sur des notions business que tu as mis à disposition de tes utilisateurs, bah oui, il y en a qui vont écrire en japonais, qui vont écrire en arabe bidi. Allez, j'ai le truc bien sympa, là, le truc qui part dans tous les sens. Oui, ça peut arriver. J'avoue que j'en ai encore jamais trouvé dans les projets open source que j'ai testés, mais pourquoi pas. Eux, je suppose que la réponse sera restriction dans l'environnement pertinent pour obtenir le même binaire. C'est la vie. Ça arrive que des fois, l'environnement pour reproduire soit extrêmement restreint. C'est pas pratique, ça ne veut pas dire que c'est pas reproductible, c'est juste plus compliqué. Une dernière question? Non, tout le monde est intéressé à boire et à manger, moi aussi. Merci d'être venu.